Hawkins is taking another step into the future with the brand new Starcourt Mall. Bonjour à tous, bienvenue dans Marketing 2, la série où on décrypte les stratégies marketing et de communication des marques, startups et produits les plus intéressants. Je suis Yann Leonardi et on va parler dans cet épisode de la stratégie marketing de Stranger Things. Au moment où je fais cette vidéo, c'est la sortie de la saison 3 de Stranger Things. Une série Netflix qui rencontre un succès énorme, la série streaming la plus regardée au monde et dont les médias adorent parler. Alors pourquoi on va parler de Stranger Things dans cette série? Eh bien parce que Stranger Things, avant d'être une série, c'est une marque. Un produit de consommation marketé avec brio et cohérence par Netflix et dont je voulais parler depuis un moment. Alors je répète très souvent dans mes vidéos qu'il est important d'être clivant. Pourquoi? Eh bien pour remporter l'adhésion d'une petite partie de personnes, toucher l'affect et accrocher les gens avec les émotions. Eh bien Stranger Things, c'est un peu un contre-exemple, car cette série en fait fait plutôt l'unanimité. On rencontrera difficilement des gens qui détestent cette série et qui tiennent à le faire savoir. En général, les gens se disent plutôt fans. Et même si on n'apprécie pas spécialement ces histoires fantastiques et qu'on ne regarde pas, il est plutôt de bon ton de dire qu'on aime l'esthétique de la série. Comment est-ce possible? Eh bien parce que Stranger Things a trouvé un autre moyen de toucher l'affect. Un autre moyen que le clivage. Pour le reste, par contre, on garde des autres principes marketing essentiels. Porter des éléments de différenciation forts et jouer les cartes que l'on a choisi à fond. Dans cette vidéo, on va donc étudier Stranger Things d'un point de vue marketing, comme un produit. Et je vais appliquer sur une série des principes de branding et de marketing pour essayer de comprendre les ressorts de son succès. Le marketing de Stranger Things, c'est parti. Stranger Things. Bon alors, on va passer rapidement sur le fait que le produit est de bonne qualité à la base, les moyens étant donnés par Netflix, production, scénario solide, et les résultats sont là. Emmy Awards, Golden Globe, etc. Je le mentionne quand même parce que pour rappel, il est inutile de faire du marketing sur un produit qui est mauvais. On ne va pas rentrer non plus dans les ficelles de scénaristes, les choix de casting ou de réa pour qu'on ressente l'immersion dans un univers, qu'on s'attache plus à certains personnages comme Dustin par exemple, que chaque épisode se finisse sur un climax qui donne envie de voir la suite. Avec bien sûr le growth hack de Netflix qui nous force quasiment à voir la suite, là il s'agit de techniques de rétention classiques pour les séries, qu'on retrouve plus ou moins bien exécutées quasiment tout le temps. Ce n'est donc pas propre à Stranger Things. Ce qui est propre à Stranger Things par contre, c'est un univers différenciant inédit. Un univers qui se décline parfaitement en univers de marque identifiable. Pour toucher les émotions, créer du lien avec la clientèle, une marque se doit d'être immédiatement identifiable par son univers. Dans notre cas, il s'agit en très gros de E.T. qui rencontre les Goonies sur une histoire de Stephen King. L'univers est hyper référencé par les années 80 et reprend tous les codes de la décennie. La musique, les vêtements, les coiffures des personnages, la nourriture, les jouets, etc. Le moindre détail est fidèle à la période. Mais ces détails ne sont pas choisis au hasard non plus. On n'a pas mis le pire des années 80. Parce qu'en vrai, les années 80, c'était pas que ça. J'y étais. Et il y avait aussi des trucs qu'on n'a pas spécialement envie de revoir. Ont donc été choisis les éléments les plus 2019 vintage compatibles. Tout dans cette série pue les années 80. Pour une immersion maximum. Et ça commence avec le générique au Moog. Une expérience très différenciante donc et nostalgique. On a donc un produit, en théorie, il nous faut donc désormais une audience cible à qui s'adresser pour le vendre, pour atteindre son Product Market Fit. Le Product Market Fit, si ça vous dit rien, c'est quand votre produit rencontre sa bonne audience cible avec le bon message. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. Quelle est donc l'audience ciblée par Netflix avec le produit Stranger Things pour atteindre son Product Market Fit? Il s'agit des millennials, j'aime pas trop ce terme, nostalgiques de l'imagerie des années 80. Mais pas forcément ceux qui l'ont vécu, même plutôt la tranche la plus jeune. Millennials étant un terme inventé par des marketeurs et qui désigne en gros les gens qui sont nés entre 1980 et 2000. On cible donc le segment à la fois passionné et incollable sur la culture pop vintage, la culture geek, le cinéma, la musique, les comics, les jeux vidéo, etc. Ils sont aussi bien sûr très friands des nouvelles technologies. En ça, Netflix n'a pas créé une audience cible de toutes pièces. Il s'agit d'une base déjà existante et bien identifiée. Cette tendance revival très liée à l'avènement du geek cool et à la déringardisation du Comic-Con par exemple, existait déjà lorsque Netflix
Netflix a décidé de produire Stranger Things. Et on savait déjà qu'il s'agissait d'une imagerie très porteuse d'un point de vue affectif, de par son côté régressif assumé. Et quand on regarde de plus près, ça a du sens. En 2025, les millennials représenteront 75% des actifs mondiaux. Cette génération des millennials est par conséquent la cible favorite des marketeurs. Elle a eu l'opportunité de vivre pleinement la révolution technologique et d'avoir presque tout vu. Avoir assisté à l'évolution très rapide des appareils électroniques, à la montée en puissance des médias sociaux, etc. En tant que première génération à avoir eu accès à Internet quasiment toute sa vie. Des vestiges de la culture pop d'un autre âge les rendent nostalgiques, comme s'ils les avaient tous vécus eux-mêmes. C'est aussi une génération qui aime valoriser le vintage juste parce que c'est vintage, contrairement à d'autres générations qui se construisaient en opposition avec leurs aïeux et ringardisaient totalement la culture associée. C'est en effet très cool de partager avec ses amis une découverte 80s, de porter un t-shirt d'une vieille référence cinématographique, musicale ou même commerciale. C'est auprès de cette audience cible que le produit Stranger Things rencontre le plus d'adhérence. Stranger Things propose donc une expérience régressive en immersion dans une époque fantasmée. L'objectif avec ce produit est donc de clairement faire appel à une certaine nostalgie, de toucher l'affectif. Voilà donc cet autre moyen qui a été trouvé pour toucher aux émotions de son audience cible sans être forcément clivant. On va appeler ça le marketing nostalgie. Mais comment ça marche exactement ce marketing nostalgie pour Stranger Things ? Ce marketing nostalgie commence par l'acquisition, faire découvrir la série, avec d'abord des canaux d'acquisition classiques d'une série Netflix. La recommandation avec l'algorithme des goûts des abonnés, la mise en avant d'une nouvelle sortie sur la plateforme, le relais de cette même sortie dans les médias bien sûr, pub Facebook, pub YouTube en pré-roll des différents teasers, rien qui change des techniques habituellement utilisées pour une série ou pour des films. Mais Netflix va aussi s'aventurer vers des canaux d'acquisition moins classiques et qui vont nous intéresser un peu plus. Des campagnes virales qui ont pour but le buzz, mais toujours en parfaite cohérence avec l'univers de la marque, reprenant les éléments de différenciation de la série et véhiculant cette nostalgie. En prenant connaissance d'une de ces campagnes, le public doit tout de suite comprendre le message, comprendre l'univers. Comme on l'a évoqué pour les campagnes de com de PNL, le but de ces campagnes est moins le retour direct en soi que les espoirs de reprise du buzz par les médias et de la viralité sur les réseaux sociaux pour toucher le plus de monde possible. On a donc des collaborations avec des marques pour appuyer la nostalgie 80s, des marques particulièrement bien choisies pour bénéficier par association de leur image pop culture 80, comme avec Polaroid, cet appareil photo vintage, avec Lego pour la création d'un jouet spécifique, avec Nike pour des rééditions Stranger Things de chaussures des années 80, avec Reebok pour les baskets Ghostbusters, avec Coca-Cola pour la remise en vente d'une canette qui n'était dispo que dans les années 80. Vous avez compris l'idée. On a aussi des collaborations avec des jeux vidéo pour cette fois-ci insister sur la culture geek, comme avec Minecraft ou encore avec Fortnite. Et enfin des collaborations avec des outils numériques, correspondant à une audience cible qui est donc censée les utiliser, comme Spotify, Snapchat ou encore Lyft. Mais Netflix produit également ses propres campagnes de pub, comme cette fausse pub, reprenant l'imagerie des années 80 comme une Madeleine de Proust, et diffusée sur les réseaux sociaux. Mais cela se passe aussi offline, comme ce jour de Comic Con à New York, comme par hasard, où plein de Dustin transportaient des fans au Comic Con, le tout en diffusant de la musique 80s. Ainsi, Netflix, pour son acquisition, met le paquet sur toutes sortes de campagnes, co-brandées ou non. Des campagnes pouvant appuyer l'univers de la série ou faire ressentir cette nostalgie. L'objectif derrière est donc d'utiliser les armes de la communication virale actuelle, qui sont les réseaux sociaux d'un côté, et il faut bien le dire les médias, toujours prompts à relayer le moindre buzz cool de ce type dans leur course effrénée au clic. La personne touchée par ces campagnes, si elle appartient bien à l'audience cible, est intriguée par cet univers référencé et va se diriger vers un premier visionnage. Dès les premières secondes du générique, on y est, on vit une première expérience unique en immersion dans les années 80. Le but est atteint, déclencher la nostalgie, toucher l'affect. Pourquoi c'est essentiel de toucher l'affect dans n'importe quel type de business? Au-delà de l'accroche qui est simplifiée, la connexion émotionnelle entre un acheteur et un vendeur est la clé de toute vente. Tous les bons VRP en volet roulant vous le diront. Mais on ne parle pas ici de convertir uniquement une seule fois. La puissance de cette connexion est en corrélation directe avec les premiers signes d'engagement avec la marque, mais aussi la fréquence d'achat et le bouche à oreille. Autrement dit, en corrélation avec l'activation, la rétention et le referral. Les étapes principales du framework ARE.
J'en parle dans une vidéo dédiée, le lien est dans la description. AR, ça veut dire acquisition, activation, rétention, referral, revenu. L'acquisition, on l'a évoqué juste avant. L'activation, c'est le moment où votre client se rend compte de la valeur ajoutée de votre produit pour lui. La rétention, c'est quand il revient. Et le referral ou la recommandation, c'est l'autre nom pour dire bouche à oreille. Ce qui du coup réalimente le début du framework. Le dernier R de AR, c'est le revenu, l'argent qui rentre. Il s'agit d'un framework modélisant la croissance, plus souvent utilisé dans le monde des startups, mais en vérité, il est tout à fait applicable à toutes sortes de business. Et en faisant cette vidéo, je m'aperçois qu'il est aussi applicable à une série audiovisuelle, à la différence près que les exigences de rétention pour une série sont bien plus élevées que pour n'importe quel autre produit, puisqu'ici on vise les 100% de rétention. On n'a pas fait 12 épisodes pour que les gens s'arrêtent au deuxième. La création d'un lien émotionnel puissant est donc gage d'une bonne activation, que l'on peut comparer à la relation amoureuse métaphorique entre le client et la marque. Pour moi, le moment de l'activation de Stranger Things, ce qu'on appelle le aha moment, c'est le générique. Il est tellement singulier et tellement référencé que l'on comprend immédiatement ce qu'on va voir. Plus le lien émotionnel sera fort, plus la rétention également sera forte. Et la personne reviendra visionner les autres épisodes de la saison. Attendra avec impatience la saison d'après. Plus l'affectif sera touché, plus la personne voudra partager massivement son enthousiasme auprès de ses amis, ses collègues, sur les réseaux sociaux. Il voudra être la personne qui a fait découvrir aux autres cette série cool et en tirer un peu de valorisation sociale au passage. Le produit Stranger Things avec son referral fait donc de ses fans et de ses followers ses porte-parole, les laissant passer le mot de la manière qu'ils veulent parce qu'ils savent mieux que quiconque qui ils doivent pitcher, à quel moment et comment. Voilà la clé d'un bon referral, ce qui permet à Stranger Things d'obtenir une énorme croissance organique. Seulement voilà, comme dans toute relation amoureuse, la rétention, cela s'entretient, et l'engagement de ses fans, cela s'entretient. Alors comment fait Stranger Things concrètement pour maintenir cet engagement ? Le premier soutien à l'engagement se fait naturellement et il découle directement du lien émotionnel généré par ce marketing nostalgie. Il s'agit de la puissance de l'effet de communauté. La marque Stranger Things ne s'adresse pas aux spectateurs individuellement. Il s'agit d'une expérience collective qui réunit ensemble toutes les personnes qui sont touchées affectivement. Les réseaux sociaux donnent de la visibilité à cette communauté. On n'est pas seul à adhérer, à partager et à évoquer son ressenti sur le dernier épisode. Et si d'aventure on trouvait le produit sympa mais sans plus, l'engouement général et toute la social proof générée par l'engagement créé finit de vous convaincre. La social proof, ou preuve sociale, agit sur nos penchants humains les plus lointains, nous encourageant à chercher continuellement la validation et à adopter le comportement ou le point de vue du troupeau. Ce qui joue, c'est le sentiment d'appartenance à un groupe où on est engagé socialement et émotionnellement, aussi diffus soit-il. Il y a une auto-émulation en groupe. On s'enthousiasme ensemble, ce qui décuple la puissance de ce marketing nostalgie. Maintenant, moins naturellement. La communauté étant existante et engagée, Netflix travaille à la renforcer pour maintenir cette volonté de partager, pour continuer de faire parler du sujet Stranger Things auprès des fans. D'abord avec des contenus engageants. Les campagnes de com que l'on a évoquées dans la partie acquisition servent également à maintenir la communauté engagée. Elles servent donc la rétention. En effet, les premiers relais de ces campagnes virales sur les réseaux sociaux sont bien souvent les fans eux-mêmes, comme avec la fausse pub du centre commercial Starcourt, proposée un an avant la sortie de la saison 3. Des contenus orientés pour la communauté à des fins de viralité, comme cette vidéo Summer is Coming, en référence à Game of Thrones. Proposée sur les réseaux sociaux pour teaser la prochaine saison et partagée 50 000 fois sur Facebook. Mais cela ne s'arrête pas là. Netflix entend bien soigner l'engagement de la fanbase à tout prix en les faisant participer. Dans cette optique, Netflix propose régulièrement toutes sortes d'expériences interactives pour maintenir l'intérêt des fans, faire monter la sauce à l'approche d'une nouvelle saison, etc. Des expériences également toujours très référencées de l'univers Stranger Things, comme un live stream sur Twitch, une vidéo VR sur YouTube qui permet d'explorer la maison dans la série, un jeu style arcade années 80 disponible gratuitement sur iPhone et Android, une autre expérience VR sur PlayStation cette fois, un jeu pour écrire ce qu'on veut avec la police Stranger Things, un faux numéro d'assistance avec un répondeur pour reporter des événements paranormaux à Hawkins, etc. Bien sûr, en plus de faire participer les fans, il s'agit de campagnes virales relayées qui servent aussi à l'acquisition. Pour conclure, le produit Stranger Things dispose d'une stratégie marketing claire et extrêmement cohérente, en proposant une immersion totale dans un univers différenciant, identifiable et ultra référencé 80s. Alors pourquoi Netflix nous propose ce voyage dans le temps? Eh bien parce que ce marketing nostalgie qui touche aux émotions est extrêmement puissant. Avec le marketing nostalgie, plus besoin d'être clivant pour créer de l'engagement. Prenons un autre exemple, une marque de prêt-à-porter comme Merci, qui joue la carte Paris dans ses content pillars jusqu'au post sur les
les réseaux sociaux. Regardez la différence d'engagement dès qu'ils utilisent la couche nostalgie du pari d'antan. C'est juste phénoménal. Alors bien sûr, cela ne se prête pas à tous les business, mais si vous avez la possibilité de l'utiliser pour le vôtre, vous verrez la puissance. Le temps agit comme un filtre sélectif. On sublime, on idéalise le passé. Par exemple, Belmondo, je suis pas sûr que ce soit un bon exemple, aujourd'hui est culte, un monument du cinéma. Aucune personne branchée ne dirait de mal de lui ou de ses films. C'est même une référence vintage cool. Alors qu'à l'époque, aller voir un film de Belmondo, c'était considéré comme un truc de beauf par les gens branchés. Netflix, quand ils décident de produire cette série, ils ont conscience de tout ça. Enfin, pas de Belmondo, hein. Par conséquent, je pense qu'ils ont agi dans le sens inverse de celui que j'ai déroulé dans la première partie de cette vidéo. Je pense qu'ils ont commencé par l'audience cible dans leur Product Market Fit. Cette audience cible existant déjà et étant identifiée, la mode du revival années 80 avait déjà prouvé la puissance de ce lien affectif. Il n'y avait plus qu'à créer le produit, qui proposerait l'expérience d'immersion la plus différenciante en accord avec cet objectif, en prenant bien garde de choisir que les références qui sont attirantes pour nous aujourd'hui. La nostalgie de cette époque révolue, qu'on l'ait connue ou non, permet aux spectateurs de fuir la réalité dans une expérience rassurante et régressive en dehors du temps. Et c'est ça que vend Netflix. Lorsque l'on applique le framework ARE à Stranger Things, on se rend compte que ce marketing nostalgie joue sur toutes les étapes du framework. Il permet de faire entrer le spectateur dans l'univers et l'activer. Une fois qu'il a vécu l'expérience, c'est de son niveau d'engagement avec la série que dépendra la croissance organique, c'est-à-dire la rétention et le référeux. De là, c'est le même procédé que d'autres marques. Apple, par exemple, est une marque dont le succès est dû à une communauté engagée qui s'est créée organiquement. Dans le framework ARE, la rétention et le referral viennent surtout du produit en lui-même et du lien affectif qu'il a réussi à créer avec ses clients. Il n'y a aucune pratique marketing qui peut être aussi puissant que ça. Vous pouvez toujours essayer de proposer des offres de parrainage 10-10, 10 € pour le parrain, 10 € pour le filleul. Vous n'arriverez jamais au même niveau d'engagement. Le filleul fraîchement acquis ne va pas se transformer en ambassadeur de votre marque pour autant. Non, en fait, le socle de son engagement doit être pensé en amont, dans le positionnement de la marque, dans le branding, et de quelle façon vous comptez toucher à l'affect de vos clients. Par contre, ce qui est en votre pouvoir par la suite, c'est de faire le maximum pour soutenir un engagement déjà créé. Et ça, Netflix le fait à merveille. Les opérations interactives pour faire participer, les campagnes pour faire parler, le contenu orienté pour le viral et le partage, mais toujours en prenant soin de véhiculer l'univers Stranger Things. La chance qu'a eu Stranger Things, c'est que tout le monde autour a senti le potentiel de ce marketing nostalgie et vient gratter l'association. Les autres marques, les médias qui en parlent, jusqu'à la petite start-up qui va faire un post en relation avec la série, la communication de Stranger Things est relayée abondamment. Pourquoi ? Parce que cela booste aussi l'engagement de ceux qui la relaient. C'est la course à l'engagement qui est la nouvelle ruée vers l'or. Nous sommes entrés dans un nouveau paradigme marketing. On est passé du règne de l'impression, qui a perduré pendant des années, avec les 4x3 dans la rue, les spots télé, les encarts dans les magazines, au temps du clic, à partir du moment où on a pu traquer le ROI d'une campagne. À ce moment-là, ce que voulaient les marques, c'était des clics. Le CPC, coût par clic, dirigeait tout dans le marketing. Aujourd'hui, si vous faites du marketing sur Facebook, par exemple, vous l'avez compris. La seule et unique valeur est désormais l'engagement de votre communauté, et non plus le clic. L'engagement parce que les plateformes que vous utilisez pour faire du marketing en ont besoin pour survivre. Donc elles ne permettent la diffusion que de contenu engageant et non pas juste du contenu qui va vous rapporter du trafic et faire sortir les gens de la plateforme. Et quel est le meilleur moyen d'obtenir de l'engagement? Toucher à l'affect des gens. Clivage ou marketing nostalgie, une fois touché, ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'entretenir en faisant participer la communauté, en animant leurs débats. On peut dire que le produit Stranger Things est parfaitement adapté à ce nouveau paradigme marketing. C'est le marketing du futur et ça a déjà commencé. Hey, c'était bon ça, t'as vu? On remercie tout le monde, on revient bientôt. Abonne-toi, jette ton pouce, partage, fais ce que t'as à faire.